doivent étudier les étudiants dans la faculté des arts. Or, surprise, il y a toute la philosophie naturelle d'Aristote, la métaphysique, tous les livres qui avaient été interdits. Que s'est-il passé entre 1231 et 1255? En fait, on pense que ces statuts de 1255 ne faisaient qu'entériner une pratique, à savoir que dès les années 1240, on enseignait Aristote à la faculté des arts, la philosophie naturelle et la métaphysique. Donc, que s'est-il passé? Alors, il y a 1000 hypothèses. Soit ces fameuses bulles ont été jugées inopérantes, ont interprétées différemment, mais toujours est-il que dès les années 1240, donc à peine une dizaine d'années après la bulle de Paris, on pense que déjà on étudie et on enseigne la philosophie naturelle et la métaphysique d'Aristote. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. En 1277, nouveau coup de frein doctrinal. Le 10 décembre 1270, l'évêque de Paris, Étienne Tempier, condamne 13 propositions philosophiques qui se rattachent d'une façon ou d'une autre à l'aristotélisme arabe, ce qu'on appelle le péripatétisme. La philosophie péripatéticienne, c'est la philosophie issue Aristote. Alors, le péripatétisme arabe, tradition un peu dans la lignée d'alors de l'école d'Alexandrie, c'est un péripatétisme très imprégné de néo-platonisme. Je vous dis, vous savez qu'il y a deux grands philosophes d'Antiquité, Aristote et Platon. Théoriquement, leurs théories sont inconciliables, mais dans la tradition des commentaires arabes, et grecs aussi, à la philosophie d'Aristote, il y a des contaminations. Le néoplatonisme, les théories de Plotin ont pénétré assez profondément ces commentaires de la tradition d'Aristote. Alors, parmi les choses qui sont interdites, il y a notamment la théorie de l'émanation, sur laquelle on va peut-être revenir, et on y reviendra tout à l'heure, le fatalisme astral. Donc ça concerne directement l'astrologie. Et 7 ans plus tard, le 7 mars 1277, le même Étienne Tempier, qui avait réuni une commission de théologiens, condamne cette fois 219 thèses. Alors, on a beaucoup parlé de ces 219 thèses. Le contenu en est très varié. Il condamne non seulement l'ensemble du péripatétisme arabe, mais l'aristotélisme lui-même est directement visé par nos droits, et même peut-être, sans que jamais son nom n'apparaisse, Thomas d'Aquin, peut-être. Même si ce n'est pas lui qui est visé en premier lieu, c'est deux personnes qu'on accuse d'avéroïsme, qui sont Sigène Brabant et Boaz de Dacy. Mais... Alors, là aussi, on s'en pose à des formes de libertinage, des traités jugés licencieux, qui circulaient. Il y a même des traités de magie noire qui sont explicitement donnés, et également l'astrologie fataliste. Alors peut-être, si ça vous intéresse, je vais faire une toute petite parenthèse, parce que vous lirez souvent dans les histoires un peu datées de cette condamnation qui a fait couler beaucoup d'encre, qu'on a condamné la double vérité, que Étienne Tempier condamne la double vérité. Effectivement, Étienne Tempier condamne une erreur qu'on a appelée la double vérité, qui consisterait à dire que certaines choses sont vraies selon la philosophie, mais non selon la foi. Comme s'il y avait deux vérités contraires. D'accord? Donc, apparemment, Étienne Tempier imagine qu'il y a des professeurs qui professent qu'il y a des choses qui sont vraies selon la philosophie, mais pas vraies selon la foi, comme s'il y avait une vérité contraire. Qui a pu se dire cette étrange thèse qui a depuis Ernest Renan et Mandonnet, est considérée comme caractéristique de l'avéroïsme
En fait, récemment, un très brillant historien, Luca Bianchi, ainsi que Alain de Libera, alors Alain de Libera, dont on est souvent cité, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, qui est vraiment un des plus grands spécialistes de la philosophie médiévale, mais c'est Luca Bianchi, hein, qui est le premier qui a fait l'analyse, a vu que personne n'avait soutenu en fait cette thèse. C'est une mauvaise lecture, peut-être volontaire, de la part des théologiens du XIIe Templier, d'une thèse qui ne disait pas du tout ça. Alors là, je vous le dis parce que vous le trouverez rarement dans les histoires, hein, ce que je raconte, parce qu'il y a peu de gens qui ont le problème, c'est qu'en France, il y a l'historien avec l'historien et les philosophes avec les philosophes. Et donc, parfois, les historiens qui s'amusent à faire l'histoire de l'université sont parfois un peu en retard sur les recherches récentes en philosophie. Alors, c'est Alain de Libera et Luca Bianchi, hein, je pense que c'est les deux. Ça, c'était plutôt Alain de Libera, d'ailleurs. Je vous dis, c'est Alain de Libera qui a vu en fait la déformation de la thèse. En fait, c'est une thèse de Boès de Dacy qui est une des personnes visées par les condamnations, explicitement Boès de Dacy. Alors, Boès de Dacy, en fait, ne faisait qu'expliciter une doctrine aristotélicienne de la logique assez bien connue, qui est que si il y a deux manières de soutenir une thèse. Simpliciter, dans l'absolu, ou secundum quid, relativement. Si, relative à l'absolu vérité, je soutiens A, et que, en référence à une vérité relative, j'arrive à la conclusion que moins A, eh bien, entre A et moins A, il ne peut pas y avoir de contradiction, parce qu'elles ne sont pas au même niveau. Pour que la thèse moins A puisse contredire la thèse A, il faudrait que signe soit absolu dans les deux cas. Par exemple, très concret, si je dis, selon la Bible, la vérité biblique, le monde a une fin. Selon les causes naturelles, il est éternel. Eh bien, au Boès de Dacy, il ne peut pas y avoir de contradiction entre les deux, parce que l'univers du discours n'est pas le même. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux vérités. Il y en a une, très bien, on sait que le monde a une fin, parce que c'est la théologie qui possède ça. Mais en revanche, dans le monde de la physique, on ne peut pas le déduire. Donc ce n'est pas du tout une double vérité. D'accord? Il dit exactement le contraire, en réalité. S'ils ne sont pas au même niveau, c'est comme s'il y avait deux marches d'escalier, on n'est pas au même niveau. Voilà. Et ça, c'est une bonne belle découverte d'Alain de Libera, hein, parce qu'évidemment, ça invalide toutes les femmes. Les gens avaient essayé de trouver partout, s'imaginer que les gens auraient pu se souvenir, c'était plus folle, qu'il pouvait y avoir deux vérités contraires. Je pense qu'il y a que des gens un peu fous, comme les déconstructionnistes modernes de la French Theory américaine, pour se souvenir ce genre de bêtises. Le Moyen-Âge était plus raisonnable, on n'a jamais soutenu ça, évidemment. Alors, pour résumer, hein, le sens de ces condamnations sur lesquelles énormément de choses ont été écrites, je pense qu'on peut retenir ce qu'écrit Luca Bianchi, qui est que le dénominateur commun de ces 219 thèses censurées, c'est le refus de toute forme d'émancipation de la philosophie par rapport à la théologie. En d'autres termes, ce qui est visé, c'est la propension qu'avaient les philosophes de la faculté des arts à pouvoir aborder des sujets qui finissaient par s'affranchir de la tutelle théologique. Alors, malgré ces condamnations, évidemment, l'aristotélisme n'a pas resté, mais il y a eu quelques effets. Il semblerait qu'il y ait eu des phénomènes d'autocensure, au moins pour certaines formes les plus radicales de philosophie. Ce qu'on connaît, c'est la vie philosophique, c'est-à-dire